Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live consacré à la phase d'admission de la plateforme Mon Master. Ce live est co-organisé par l'étudiant et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je suis Davia Wadia, rédactrice en chef de l'étudiant, et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Barthez. Bonjour. Bonjour Davia. Vous êtes directrice générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et Patrick Courriot, bonjour. Bonjour Davia. Vous êtes adjoint à la chef du service stratégie des formations et de la vie étudiante. Nous allons aujourd'hui parler de la phase d'admission de la plateforme Mon Master, cette nouvelle plateforme qui a été mise en place, qui est en place depuis le 1er février dernier. Les candidats ont pu formuler leurs vœux entre le 22 mars et le 20 avril. Nous sommes aujourd'hui dans cette phase où les établissements examinent les dossiers de candidature. Pendant cette période, certains candidats ont pu être contactés par des établissements pour des entretiens ou des dossiers complémentaires. Et on le sait, d'ici la fin de la semaine, le 23 juin, la phase d'admission commence. C'est à ce moment-là que les candidats recevront les résultats de candidature et les positionnements établissement par établissement. Ce live est aujourd'hui dédié à cette phase et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos questions en direct pendant le live pour qu'on puisse y répondre. Tout d'abord, avant de se lancer sur cette phase d'admission, pourriez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi cette plateforme unique, Mon Master, aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Oui, rebonjour Davia, très heureuse d'être avec vous et puis de pouvoir comme ça répondre très directement à ceux et celles qui nous écoutent. Cette plateforme, on l'a mise en place pour les étudiants, pour les étudiantes, pour gagner du temps au moment du dépôt de candidature et pour gagner de l'efficacité au moment des réponses qui sont faites à chacun et chacune. Les étudiants et les étudiantes ont déjà pu s'en rendre compte. Au même endroit, sur la même interface de Mon Master, ils ont déposé un dossier unique, avec parfois des pièces complémentaires, mais enfin un socle commun quand même de pièces uniques pour toutes les candidatures, dans toutes les formations qu'ils souhaitaient intégrer. Donc, un calendrier harmonisé et un lieu de dépôt unique des pièces. Ça, c'était la phase qui s'est achevée. Et comme vous le disiez, Davia, il y a un instant, aujourd'hui, les établissements ont récupéré toutes ces pièces et étudient les demandes, les propositions des candidats. À partir du 23 juin, que va-t-il se passer? On va évidemment y revenir très longuement, mais je voudrais juste dire, ce qui va se passer, c'est que des propositions vont être faites aux candidats et aux candidates. Et dès qu'une proposition est définitivement acceptée par un étudiant ou une étudiante, immédiatement, ces autres propositions sont réaffectées à ses camarades. Et c'est en cela que l'on va gagner du temps, gagner de l'efficacité et surtout dire le plus tôt possible aux étudiants et aux étudiantes quand et où ils seront affectés l'an prochain. Voilà, donc simplification du dépôt de candidature, efficacité au moment des réponses qui sont faites aux candidats, afin que immédiatement les places libérées puissent être proposées aux autres. Alors, on l'a vu ce week-end, il y a eu quelques informations contradictoires, des mails qui donnaient des dates différentes pour l'ouverture de cette phase d'admission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le calendrier finalement, l'ouverture, l'horaire d'ouverture et jusqu'à quand elle se déroule pour les masters en formation initiale, notamment? Voilà. Merci Davia de remettre le doigt sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc vraiment une erreur humaine. Mille pardons pour les candidats et candidates qui ont vu s'afficher sur leur messagerie de mauvaises dates d'affichage des résultats. Ces résultats seront affichés, comme on le dit depuis toujours, le 23 juin et simplement le 23 juin, toutes ensemble. À partir du 23 juin, on va y revenir, des délais vont être donnés aux candidats et aux candidates pour qu'ils puissent répondre. Et cette phase, démarrée le 23 juin, va s'achever le 21 juillet. Et le 21 juillet, on tirera les conséquences de ce qui reste, des candidats et candidates qui n'ont pas encore accepté définitivement une proposition. Et s'ils n'ont que des refus, ou s'ils n'ont que des vœux sur liste d'attente, alors ils pourront, à certaines conditions, saisir le rectorat qui les aidera dans leur affectation future. Alors justement, vous parlez... Allez-y, je vous en prie. Non, pardon, je voulais simplement dire qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre le 21 juillet pour saisir le rectorat. C'est dès le 30 juin qu'ils peuvent le faire s'ils n'ont eu que des refus lors de cette première phase d'admission. Donc c'est à partir du 30 juin et évidemment au-delà du 21 juillet si les choses ne se sont pas décantées jusque-là. Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments. Concrètement, cette phase d'admission,
comment est-ce qu'elle va se passer? Quel délai est-ce qu'il y a pour les candidats de réponse? Combien de temps ils ont pour accepter, refuser ou mettre sur liste d'attente un vœu en master? Alors c'est assez simple. Les résultats sont affichés le 23 juin. Toutes les réponses qui leur sont faites, toutes les propositions qui leur sont faites d'admission 23, 24 et 25 juin, les candidats et candidates ont jusqu'au 26 juin à 23h59 pour faire leur choix. Que signifie faire leur choix? S'ils ont plusieurs propositions d'admission, choisir une proposition, soit définitivement, et ça s'arrête là évidemment, soit provisoirement. J'accepte cette proposition qui m'est faite, mais je garde tous mes vœux pour lesquels je n'ai pas été refusée et pour lesquels je suis en liste d'attente. Et évidemment, au fur et à mesure des libérations de places qui auront lieu dans les jours qui suivront, évidemment, ces listes d'attente bougeront, peut-être jusqu'à une admission. Mais un candidat ne peut occuper qu'une seule place. Dès qu'il a 2 oui qui lui sont faits, eh bien, il doit en choisir un. Alors, encore une fois, je reprends les délais. Des réponses 23, 24, 25, ils ont jusqu'au 26 juin à 23h59 pour répondre. À partir du 26 juin, dès lors qu'une proposition leur est faite, ils ont jusqu'au lendemain, 23h59, pour accepter, faire les choix entre 2 oui, etc., etc. Voilà, donc c'est grosso modo 3 jours et ensuite 24, 36 heures. Et justement, l'ouverture le 23 juin, est-ce que vous avez un horaire officiel? On se fixe 9 heures. Ce sera à 9 heures que les résultats seront affichés. Alors, on a déjà des premières questions qui arrivent. Est-ce qu'on peut accepter temporairement un vœu en initial et un vœu en alternance? Tout à fait, tout à fait. Vous le savez, il y avait des procédures pas tout à fait antinomiques, mais en tout cas un petit peu différentes pour les unes et les autres, en tout cas des calendriers qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, puisque pour les candidatures en alternance, les étudiants ont déjà, depuis le 20 avril, des réponses qui leur sont faites. Et donc, on peut tout à fait cumuler alternance, non-alternance, mais attention, toujours un seul oui qui peut être conservé, on ne peut pas occuper 2 places à la fois. Alors, oui, juste un complément, donc c'est un seul oui sur les formations hors alternance. Sur l'alternance, il y a la possibilité de garder plusieurs propositions simultanément. On a fait ce choix parce que pas de contrat. Tant qu'un candidat n'a pas de contrat, il a eu une proposition à Rennes et l'autre à Pau et une troisième à Marseille, l'endroit où il va avoir son entreprise aura peut-être un impact sur son choix. Alors, il y a une... Quand vous dites un seul oui, est-ce que c'est la... Enfin, dans les décrets d'application concernant la plateforme, il y a la règle du silence vaut rejet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, le silence vaut rejet va surtout s'appliquer pour les formations, elles sont peu nombreuses, qui recrutent en dehors de la plateforme. Et où là, c'est un délai de 4 mois qui s'applique. Si un candidat en dehors de la plateforme a envoyé un dossier de candidature et que l'établissement n'a pas répondu à sa candidature, au bout de 4 mois, cette proposition est considérée comme refusée. Pour les formations qui sont sur la plateforme, là, nous, côté ministère, on est très vigilants pour que tous les établissements, sans exception, et sur toutes leurs formations, remontent des classements. On pourrait imaginer qu'on ait quelqu'un qui soit particulièrement réticent à remonter son classement. Et c'est pour ça qu'on a prévu que dans le cas où il n'y aurait strictement aucune remontée, à la fin de la procédure, c'est-à-dire le 21 juillet, s'il n'y a eu aucune remontée, à ce moment-là, ça devient un refus. Je vous rassure, les échos où on est aujourd'hui nous montrent qu'il n'y aura aucune formation dans cette situation. On l'a un petit peu évoqué, les masters en apprentissage. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous préciser le calendrier? Donc, les réponses ont commencé beaucoup plus tôt. Jusqu'où, pendant combien de temps est-ce que les candidats peuvent avoir des réponses? Et jusqu'où vont cette partie-là pour les masters en alternance? Pour les masters en alternance, la particularité, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un oui de la formation. Il faut aussi trouver le contrat en alternance. Et c'est la raison pour laquelle on
On a adapté un petit peu les choses, toujours au bénéfice des étudiants. Donc Patrick va compléter ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que, comme il vient de le dire, pour les candidatures en alternance, tant qu'ils n'ont pas trouvé de contrat, ils peuvent conserver plusieurs oui jusqu'au jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, en revanche, la rentrée dans leur formation, là, ils devront choisir. Ils devront choisir. Voilà, donc pour les formations en alternance, dès qu'un candidat a trouvé son contrat, alors d'abord, il faut bien, je rappelle qu'un contrat, il y a 3 signataires, donc l'étudiant, l'entreprise, mais aussi la formation. Parce qu'évidemment, il faut vérifier que le contrat qu'on est en train de signer va répondre aux attentes de la formation. Et donc, quand on dépose ce contrat ou cette promesse de contrat qui répond aux exigences de la formation devient définitivement acceptée. Là, donc, toutes les autres candidatures en alternance ou classiques sont entre guillemets perdues puisqu'on vient d'accepter définitivement une formation. Comme vient de le dire Anne-Sophie, si par contre on n'a toujours pas trouvé de contrat le jour de la rentrée, il faut que je choisisse l'établissement dans lequel je vais me présenter. Je reprends mon exemple tout à l'heure, entre Rennes, Marseille et Pau, je vais avoir du mal à me présenter dans les 3 établissements en même temps. Donc, on ne peut que quand même inviter les candidats, il n'y a pas d'obligation, mais ne serait-ce que pour les camarades, ça pourrait être sympathique de faire son choix un peu en amont et de libérer les places. Parce que sinon, on est en train d'occuper 3 places alors qu'on va forcément devoir faire un choix entre les 3. Donc le jour de la rentrée, je me présente dans un établissement. Si je ne l'ai pas fait, ce sont les autres établissements qui me désisteront de cette formation où je ne me suis pas présenté. Et mes places, à ce moment-là, seront soumises aux gens qui peuvent être encore en liste d'attente le 1er septembre. Et du coup, l'étudiant qui n'a toujours pas de contrat d'apprentissage a ensuite 3 mois pour trouver son contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il choisit sa formation, comme vient de le dire Patrick, et il lui reste encore 3 mois supplémentaires pour trouver son contrat en alternance. Très bien. Alors, on a quelques questions qui arrivent depuis le chat. Est-ce qu'on risque sa place si on l'accepte provisoirement? Absolument pas. C'est une véritable acceptation. Le provisoirement, d'ailleurs, n'est pas un très bon terme. C'est un vrai oui qui est sanctuarisé, mais qui permet, là encore, au bénéfice du candidat, de conserver son ou ses vœux qui sont en liste d'attente. Donc, vraiment, un oui dit provisoire, encore une fois, malgré ce terme qui peut prêter à confusion, est un oui parfaitement sécurisé. Alors, pour compléter ce que dit Anne-Sophie, vous ne risquez strictement rien vis-à-vis d'un établissement en termes d'image si vous faites le choix de prendre ce oui dit provisoire, de faire cette acceptation provisoire. L'établissement ne pourra pas vous pénaliser parce que vous avez fait cette acceptation provisoire. Alors, on va revenir parce qu'il y a aussi des questions sur si on est reçu nulle part, si on n'a aucune réponse positive alors qu'on a validé sa licence. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux faire un recours auprès du recteur? Et combien de temps est-ce qu'on a, enfin voilà, sur la saisine du recteur, combien de temps ça prend finalement? Alors, cette saisine du recteur, elle est soumise à 2 conditions. La première, c'est de s'être vu opposer 5 refus à 5 candidatures. Voilà. On a candidaté dans au moins, c'est pas 5 d'ailleurs, c'est dans au moins 5 formations. Et dans ces au moins 5 formations, on n'a eu que des réponses négatives. Ou alors on se retrouve le 21 juillet et on n'est que en liste d'attente sur ces candidatures, ce qui équivaut à une fin de procédure sans proposition véritable. Donc dès le 30 juin, si cette première condition est remplie, et si une seconde condition l'est encore, c'est-à-dire qu'il faut être titulaire d'un diplôme national de licence, c'est très important depuis moins de 3 ans, eh bien si ces 2 conditions cumulatives sont remplies, alors on peut saisir le rectorat. Et le rectorat va chercher une solution pour l'étudiant qui aujourd'hui est sans affectation. Mais il va être, ce rectorat, beaucoup plus efficace qu'il ne l'était jusqu'ici. Parce que grâce à la plateforme, il va voir en temps réel, chaque jour, chaque matin, où il reste des places. Et donc, il va pouvoir cibler le travail qu'il fait chaque année avec les établissements pour que l'établissement propose une place au candidat qui ne s'est pas encore vu offrir une proposition. Donc, 5 refus au moins, plus un diplôme national de licence depuis moins de 3 ans. Qui dit diplôme national de licence dit que ne peuvent pas saisir le recteur les titulaires d'un diplôme de licence professionnelle,
qui n'est pas un diplôme national de licence, pas davantage qu'un titulaire de diplôme d'établissement valant grade licence. Donc je dis bien ça, soit que j'insiste sur le diplôme national de licence, qui est un diplôme qui est délivré par l'université. C'est bien ce diplôme national de licence qui ouvre ce fameux droit à poursuite d'études. Pour compléter, alors concernant les délais où on peut saisir le recteur, si on a son attestation de réussite en licence au 30 juin, on a 15 jours pour saisir le recteur, quand on n'a eu que des refus le 23 juin. On a fait le choix d'attendre une semaine, d'abord parce que les recteurs, ça ne sert à rien de, de recevoir des propositions de saisine, alors qu'il y aura le 23 juin, il n'y aura quasiment aucune place de disponible. Donc en laissant s'écouler un petit peu le temps, ça permet d'avoir, pour les rectorats, d'identifier là où des formations commencent à être libres. Et donc on a 15 jours, si on a son diplôme à partir du 30 juin, si on a son attestation de réussite au diplôme un peu plus tard pour un étudiant qui serait inscrit cette année en licence, bien c'est dans les 15 jours qui suivent son obtention du diplôme. La deuxième date, c'est à partir du 21 juillet, donc on a aussi ce délai de 15 jours qui s'applique. D'accord. Et ce que vous disiez, Anne-Sophie Barthez, ça signifie que des étudiants qui auraient une licence, un diplôme étranger de licence, ne peuvent pas saisir le rectorat. On est d'accord ? Tout à fait, ils ne peuvent pas saisir le rectorat. Et toujours sur cette question du rectorat, ça intéresse beaucoup nos internautes. Combien de temps a le rectorat pour répondre et pour donner des propositions après la saisine? Alors, il n'y a pas de vrai délai pour le rectorat parce que il faut qu'il se retrouve d'abord à avoir des places disponibles. Si on se retrouve à demander sur un endroit où on est un domaine en tension, hein, l'an passé, les domaines en tension étaient notamment le droit, l'éco, la biologie par exemple. Il y a un certain nombre de domaines où il y a un peu de tension, et bien, il va falloir attendre que les places se libèrent. Et donc, on a fait le choix du coup de ne pas donner de vrais délais au rectorat. Par contre, à partir du 21 juillet, là, les rectorats, les choses ne bougeront quasiment plus, et donc les rectorats sont réellement en capacité de pouvoir traiter les dossiers. Ce qui veut dire que, contrairement aux années passées, fin août, il y aura de vraies propositions qui pourront être faites. Alors, pardon. Oui, pour le 30 juin, pour les candidats qui auront sollicité le rectorat le 30 juin, tu as tout à fait raison, eux, on va pouvoir leur répondre très tôt. C'est vraiment au plus vite. Hein. C'est vrai, Patrick a raison de dire on ne leur a pas fixé un délai, mais enfin, le recteur, son boulot, ça va être ça. Hein. C'est au plus vite. Et la bonne nouvelle, comme le disait Patrick il y a un instant, c'est qu'il n'est plus à l'aveugle. Les années précédentes, il devait, je force le trait, faire le tour des classes le 1er septembre pour voir où il restait de la place. Là, dès le 23 juin et au fil de l'eau, il va savoir au fur et à mesure des inscriptions des étudiants, parce qu'un étudiant qui accepte définitivement une formation doit s'inscrire dans les jours qui viennent. Et donc très vite, via cette inscription, il ne sera plus à l'aveugle. Et donc il pourra au plus tôt, le plus efficacement possible, voir avec les établissements comment faire de nouvelles propositions. Donc beaucoup plus tôt que les années précédentes. Donc ce sera beaucoup plus efficace. Très bien, merci beaucoup. Il y a des questions qui arrivent concernant la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Cette phase où les établissements peuvent contacter les candidats pour les solliciter pour des entretiens, pour compléter leur dossier, pour des examens éventuellement. Il y a certaines personnes qui se demandent, voilà, j'ai postulé dans des masters qui faisaient des entretiens, je n'ai pas été convoquée, je n'ai été convoquée à aucun entretien. Est-ce que je dois m'inquiéter ? J'allais dire, ni plus ni moins que les autres années. On en parlait avec Patrick tout à l'heure. C'est une pratique de certains responsables de formation d'organiser, outre la lecture du dossier, des oraux supplémentaires. Ce sont souvent des entretiens. Ça ne signifie pas que sans entretien, on n'est pas pris. Moi, je connais des responsables de master qui se disent je n'ai en entretien oral que ceux sur lesquels j'hésite. Il y a ceux dont je suis sûre que ce ne sera pas possible et ceux dont je sais déjà que je les prendrai.
Donc il n'y a pas de règle unique. Je comprends évidemment, c'est la petite adrénaline lorsqu'on se dit « Ah, mon copain, ma copine a été convoqué à l'oral et pas moi ». Bon, peut-être qu'effectivement, ça veut dire que le dossier n'a pas été déjà jugé pertinent, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Et c'est ni plus ni moins que ce qui se passe chaque année, et ce n'est absolument pas généralisé. La majorité des responsables de master s'en tiennent à la lecture du dossier, qui dit déjà évidemment beaucoup de l'étudiant ou de l'étudiante. Ouais, rien d'autre à rajouter. On en a parlé tout à l'heure avec Patrick. Et pour continuer sur toutes ces questions, est-ce qu'il y a un internaute qui demande une attestation de réussite en licence est-elle suffisante pour saisir le recteur si on n'a pas encore reçu son diplôme? Oui, tout à fait. L'attestation de réussite suffit amplement. Bon, il faut quand même avoir eu que des refus, ce qu'on ne souhaite évidemment à aucun candidat. Merci beaucoup. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure concernant les masters en tension. Alors, je sais qu'on n'a pas encore de chiffres stabilisés, mais est-ce que vous avez déjà une idée des masters qui risquent d'être en tension cette année au vu des résultats que vous pouvez déjà avoir autour de la plateforme? Alors sincèrement, on n'a pas encore fait le point sur tous ces chiffres-là. Et ça ne sert à rien d'affoler les uns et les autres. On entend tout et son contraire. Moi, je suis professeur de droit. J'ai des collègues qui me disent oh, « on a eu beaucoup de candidats cette année », d'autres qui me disent « on en a eu beaucoup moins que les années précédentes ». Donc autant dire que chacune de ces informations est fausse. Et donc, on attend vraiment de voir dans les jours qui viennent, on est en train de fiabiliser les chiffres, là où il y a eu effectivement beaucoup de candidatures, là où il y en a eu moins, etc. etc. Et on tirera évidemment des enseignements de ces chiffres-là qui restent à stabiliser. Très bien. Alors, on a encore quelques questions qui arrivent. Un étudiant licencié avec mention est-il prioritaire sur un étudiant qui a échoué au M1, son M1? Ah, alors donc la question c'est, le responsable de master, est-ce qu'il préfère un titulaire de licence avec une mention ou quelqu'un qui se réoriente à l'issue du M1? Tout à fait. Il est impossible d'y répondre. On le dit à chaque fois, Patrick et moi, on a été, il n'y a pas si longtemps que ça, responsables de master. Je suis sûre que peut-être Patrick aurait préféré les réorientations et moi la mention, je ne sais pas. C'est vraiment très intuitu personnel. Et quand je dis cela, ça ne signifie pas que c'est arbitraire. C'est vraiment le responsable de la formation qui sait parfaitement ce qui va être demandé dans cette formation, les qualités, et pas simplement académiques, j'insiste là-dessus, qui vont être demandées. Certains considéreront qu'un étudiant qui se réoriente, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a du brassage de public en quelque sorte et que, évidemment, une réorientation n'est pas un échec. D'autres souhaiteront plutôt avoir une promotion uniforme de titulaire de licence. Vraiment et sincèrement, cela dépend des responsables de licence. Et lorsqu'on était, plusieurs fois, on a échangé avec les étudiants, Patrick et moi, et on leur disait, alors la question n'était pas celle-là, mais c'était est-ce qu'il vaut mieux avoir 18 de moyenne depuis toujours ou 10,5? Évidemment qu'il vaut mieux avoir 18 de moyenne générale depuis toujours. Mais il est rare, ils sont rares ceux qui ont toujours 18 quand même. Enfin, il faut s'en rassurer, les gens sont à peu près normaux dans la vie et c'est rassurant. Donc, qu'est-ce qui est regardé? Ce ne sont pas simplement les notes. Et s'il y a eu des accidents académiques de parcours, il faut le dire. Et c'est ce qu'on conseillait vraiment aux étudiants, d'expliquer pourquoi dans sa lettre de motivation. Il y a eu un moment, les notes étaient moins bonnes, il y a eu un moment, il y a eu peut-être de l'absentéisme, il y a eu un moment, il y a peut-être eu un redoublement. Tout cela, sincèrement, n'a aucune importance à partir du moment où le responsable de formation ressent de la motivation et une envie d'en découdre, si j'ose dire, de la part du candidat ou de la candidate. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Anne-Sophie, d'autant que je rappelle que les candidats devaient déposer leur dossier de candidature à un moment, ils n'ont pas encore leurs résultats en plus à l'intégralité de l'année. Donc l'étudiant qui est en M1, qui est en phase de réorientation, il ne sait toujours pas s'il a échoué ou pas d'ailleurs à son M1, et l'étudiant de L3, peut avoir effectivement déjà une moyenne au S5 très conséquente et qui donnait l'impression qu'il s'oriente bien vers une mention, mais on n'a toujours pas les résultats du S6. Merci beaucoup. Il y a une question, encore une fois, sur la phase qui va s'ouvrir. Est-ce que, comme sur Parcoursup, les étudiants vont savoir quel est leur rang? Et est-ce que pour ceux qui sont sur liste d'attente, tout sera bien affiché, de savoir, est-ce qu'ils sont en première position en liste d'attente, en 50e position ou autre, finalement? Alors, les candidats qui sont appelés dès le premier jour ne sont pas informés sur leur rang. Ils sont tous appelés en même temps. Voilà. Par contre, oui, et ça, c'est la grande différence qu'il y avait avec les années passées. Je rappelle que les années passées, à cause du silence vaut acceptation, les réponses que les candidats recevaient, c'était «
vous êtes refusé, mais on vous appellera peut-être si une place se libère, avec aucune information sur la liste d'attente. Là, avec la plateforme Mon Master, c'est toujours les établissements qui continuent de traiter les dossiers, c'est eux qui font le classement, mais on va réellement pouvoir utiliser les listes d'attente, et surtout les établissements vont pouvoir les utiliser. Et oui, les candidats savent quel est leur rang en liste d'attente, donc le premier sur liste d'attente peut se sentir encouragé. Alors, quand on sera 250e cette année sur certaines formations, on ne sait toujours pas ce que ça voudrait dire, parce que c'est la première année en fait qu'on a une plateforme nationale qui permet de voir ce qui est en train de se passer. Avant, personne ne savait réellement ce qui se passait dans les établissements. On travaillait vraiment à l'aveugle. Et du coup, l'an prochain, il va falloir attendre l'an prochain pour savoir quel est le dernier rang obtenu. J'ai envie de dire, quand on sera sur liste d'attente, il faut avoir un espoir. Est-ce que vous pouvez confirmer, il y a des auditeurs qui ont besoin d'être rassurés, qu'on ne peut accepter provisoirement qu'un seul vœu à la fois? Oui, et c'est même vraiment, c'est même comment dire, c'est la raison de l'efficacité de la plateforme. Voilà, on peut garder des vœux en liste d'attente sans aucune difficulté, pour toutes les bonnes raisons que vient d'indiquer Patrick. En revanche, on n'occupe qu'une seule place à la fois, à coup sûr, que ce soit alors le oui définitif règle évidemment la question, parce que si j'accepte définitivement, tout le reste saute, hein, évidemment, tous les vœux en liste d'attente, etc., etc. Mais le oui provisoire, s'il sanctuarise les vœux en liste d'attente, il ne peut être quand même prononcé qu'une fois. Donc, j'ai un oui provisoire dans telle formation, je reçois le lendemain un deuxième oui provisoire, eh bien, j'ai un délai pour choisir entre ces deux oui provisoires lequel je choisis. Et donc, quelle place je libère pour mon camarade. Alors, une question intéressante dont on n'a pas parlé, la question des boursiers. Est-ce qu'il y a des places, des quotas réservés aux boursiers? Alors, pas du tout. Alors, c'est une des grandes différences, par exemple, avec ce qui peut se passer sur Parcoursup, où il y a un classement qui est produit par un établissement, et par derrière, le classement prend en compte ensuite un certain nombre de taux de boursiers, de taux de candidats de la région. Sur Mon Master, on se contente de juste gérer les listes d'attente, et donc il n'y a pas d'avantage ou de désavantage accordé à un boursier. Très bien. Alors, je voudrais revenir un petit peu. Alors, on sait, hein, c'est la première année, donc les chiffres ne sont pas encore stabilisés. Néanmoins, quand vous aurez une vision un peu globale et des masters en tension, etc., est-ce que vous envisagez à partir de ce moment-là d'ouvrir davantage de places dans certains masters? Comment est-ce que ça va se passer finalement, l'étape 2 de cette plateforme? Sincèrement, l'étape 2, on en parlera au mois de septembre. Il y a la question que vous posez, un secteur en tension, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a 1000 autres questions. Est-ce qu'il faut une phase complémentaire? Est-ce que le nombre de vœux, 15 plus 15, c'était le nombre? Est-ce que finalement, le nombre de candidatures, c'est toujours 15 ou finalement on s'aperçoit que c'était 7-8 et il faut peut-être réduire le nombre de ce 15? Il y a des tas de questions qui vont se poser et que l'on va évidemment discuter à partir de la rentrée avec nos partenaires, avec le terrain, avec les étudiants également, évidemment, pour trouver la juste solution pour l'acte 2. Très bien. Alors, il y a encore quelques questions. On arrive bientôt au terme de ce live. Est-ce que le rectorat, on revient sur les questions du recteur, nous proposera des masters dans notre domaine et dans notre région, ou est-ce que ce sera sur toute la France et dans des domaines qui peuvent être un peu éloignés des choix initiaux? Le recteur, il va faire, comme le disait Patrick tout à l'heure, au plus tôt et au mieux. Voilà. On se doute qu'il va d'abord chercher une formation qui est très très proche, voire la même que celle qui était demandée, mais dans un établissement voisin. Ce n'est pas toujours possible. En Île-de-France, on peut l'imaginer. Il y a 17 ou 18 universités, par exemple. Ailleurs, c'est moins possible. Donc, il fera vraiment au mieux. Mais bien sûr, il n'est pas impossible qu'il fasse des propositions dans d'autres régions académiques ou dans des formations proches, même si elles ne sont pas absolument similaires. Voilà. Les services rectoraux, en fait, quand ils étudient les demandes de saisine, regardent en fait le projet du candidat pour essayer de lui proposer une formation de master qui est en adéquation avec ses objectifs, avec l'orientation professionnelle qu'il souhaite se donner. Et pour la question de cette mobilité, alors on retombe sur la question des boursiers par contre. Ce qui a été prévu par la loi, c'est que les jeunes qui ont un diplôme national de licence
quand ils sont amenés et qui sont boursiers et qui sont amenés à changer de région académique, à ce moment-là, ont une aide à la mobilité. Ça a notamment été prévu dans le cadre de cette procédure de saisine parce qu'un candidat boursier pouvait ne pas avoir pensé qu'il allait changer d'académie. Et là, quand le recteur lui dira j'ai bien une place à te proposer, mais sur une autre académie, il y a cette aide qui est proposée. Alors, je vais prendre la dernière question posée. Que deviennent les étudiants sans master, même après la saisie du recteur? On espère évidemment que ce nombre sera le plus faible possible et on fera tout notre possible pour que chacun, chacune se voit proposer au moins une formation. Voilà, donc comme chaque année, ce sera un traitement en bout de course, un peu artisanal, un peu au cas par cas, mais qui justement permettra de dialoguer directement avec le candidat et d'essayer de trouver quelque chose, en tout cas de lui faire une proposition. Alors après, évidemment, il va falloir que le candidat joue aussi le jeu et l'accepte. Mais voilà, il y a toujours un bout du bout qui est du face-à-face, de l'artisanat dans le bon sens du terme, parce qu'on va créer des solutions sur mesure pour lui ou pour elle. Et évidemment, on fera tout notre possible pour que chacun, chacune, les titulaires de diplômes nationaux de licence et donc de ce fameux droit de poursuite d'études, mais aussi les autres, on essaiera évidemment de les accompagner dans cette poursuite d'études et dans leurs projets à la fois académiques et professionnels. Alors, avant de conclure, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux candidats de master? Alors moi j'en ai un, je suis sûre que Patrick en a un autre. Moi je réfléchis, si j'étais eux, je commencerai à réfléchir à si j'ai 3 oui sur cette formation et cette formation, qu'est-ce que je choisirais? Je commencerai là quand même à réfléchir à ce qui me plaît le plus, y compris entre 2 choix de second plan, pour que le jour où ce choix est proposé, eh bien, on ne soit pas complètement tétanisé par le fameux délai. Voilà, c'est ce que je ferai. Alors, je te rejoins totalement. Autant demander à des candidats en amont ou faire connaître aux commissions la hiérarchisation de leurs vœux ou de leur candidature ne nous paraît pas pertinent pour étudier les candidatures. Par contre, au moment effectivement de la publication, avoir fait sa propre hiérarchisation, avoir anticipé, réfléchir, ça me paraît un peu important. Et puis, il faut rappeler qu'il ne faut pas paniquer si le jour, le premier jour, évidemment, vous êtes sur liste d'attente sur bon nombre de vos formations. Les choses risquent de fortement bouger. Voilà. Et donc, il y a de très bonnes chances, dès qu'on est sur liste d'attente, d'avoir une proposition. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur les masters sur le site l'étudiant.fr et vous retrouverez ce live en replay sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.